Je ne savais pas que tu m'avais fait ça. J'avais engagé un escorte pour qu'il se fasse passer pour mon petit ami au mariage de ma cousine avec mon ex. Une solution simple et élégante, parfaitement orchestrée pour faire taire ma famille et leur montrer que j'allais bien, ou du moins mieux qu'ils ne le pensaient. Mais quand je suis arrivé au club pour le retrouver, l'homme qui s'est présenté n'était pas celui que j'avais choisi. J'aurais dû partir sur le champ. J'aurais dû me poser des questions, avoir des soupçons, tout annuler. Mais je ne l'ai pas fait, car il y avait quelque chose chez lui, dans son regard, dans sa façon de se tenir, dans cette assurance tranquille qu'il dégageait, qui m'a fait accepter avant même d'y réfléchir. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris la vérité qui a tout changé. Je n'étais pas la seule à avoir conclu un marché ce soir-là. Bonjour, je suis Désir Criminel et cette histoire ne fait que commencer. Cloche, chapitre 1. L'homme qui n'était pas celui que j'attendais. Il y avait un contrat plié dans ma poche, et j'ai fait comme si c'était un choix parfaitement rationnel. En tête, signature discrète, montant convenu en 2 fois. Le premier message était déjà passé, impeccable, très professionnel, très différent de ce que ma famille aurait pu attendre de moi. Et c'était exactement ce que je voulais. L'entrée du club était éclairée par une rangée de lumières ambrées, et la musique s'échappait par la porte vitrée, comme si le son aussi avait besoin d'air. J'ai ajusté ma ceinture, pris une profonde inspiration et suis entré avec cette posture que ma mère appelait « tête de reine, cœur de pierre ». Sauf que mon cœur n'était pas de pierre. Il avait juste appris à se taire. Une semaine s'était écoulée depuis que j'avais reçu l'invitation couleur crème avec les initiales G et C entrelacées en or. Jeanne Vra-Ferrante et Connor Reed. Son nom, je m'y attendais. Le sien m'a fait rester assise par terre dans le couloir pendant 2 bonnes minutes avant que je me relève pour aller me chercher un verre de vin qui n'a rien résolu, mais qui au moins m'a occupé les mains. Connor Reed était à moi depuis 18 mois et à elle depuis assez longtemps pour figurer sur un faire-part de mariage. La douleur n'était pas aussi vive qu'elle aurait dû l'être. Et cette découverte était en elle-même plus révélatrice que tout ce qu'il aurait pu me dire. Ce qui me blessait, c'était autre chose, quelque chose de plus ancien et de plus profond, qui se manifestait à chaque fois que j'entrais dans une pièce par le visage de mon oncle hosto et les sourires acérés de ma cousine. Et le silence, elle s'éclaircit la gorge, s'abattit comme un verdict. J'étais la nièce orpheline, la fille de la sœur qui avait fait le mauvais mariage, qui avait quitté le clan, qui était partie. Et j'avais grandi en portant cette étiquette comme une seconde peau qui ne m'allait jamais. Cette fois, je n'allais pas me présenter en m'excusant d'exister. Cette fois, j'allais me présenter dévastatrice et je n'étais pas seule. C'est pourquoi j'avais le contrat en poche. Je scrutais la pièce à la recherche de l'homme que l'agence avait décrit. Un homme brun, grand, en costume gris, nommé Felipe. Il y avait un bar au fond, des tables basses avec des bougies et une rangée de tabourets où un homme en costume sombre était assis, dos à l'entrée. C'était lui. Ça ne pouvait être que lui. Mais avant que je n'aie fait 3 pas de plus, l'homme se leva de son tabouret et se retourna. Et la pièce entière sembla perdre une demi-teinte de lumière, car soudain, il n'y avait plus que cet homme dans mon champ de vision, et tout le reste n'était plus que décor. Il était grand, d'une stature imposante qui occupait tout l'espace avant même de bouger, vêtu d'un costume sombre, presque noir, et ses yeux étaient déjà fixés sur les miens, comme s'il savait exactement d'où j'allais surgir. Je m'arrêtai au milieu de la pièce. Ce n'était pas une décision à prendre. L'homme en costume sombre s'approcha de moi et, arrivé à ma hauteur, il inclina légèrement la tête et dit d'une voix basse qui n'avait pas besoin de hausser le ton pour remplir tout l'espace. « Serena ». Ce n'était pas une question, c'était une confirmation. « Matteo Romano, je suis ton cavalier pour le week-end. L'agence a envoyé un courriel. » dit Matteo avant même que je puisse poser la question concernant Felipe, d'un ton qui coupe court à la conversation avant même qu'elle ne commence. Il y a eu un changement de dernière minute. J'ai été prévenu à sa place. Il le dit avec un tel calme et une telle simplicité que, pendant une seconde, j'ai presque détesté que cela paraisse logique. Mon téléphone était en mode silencieux depuis le matin, enfoui dans mon sac avec ma dignité et le reste de mes plans. Et je n'avais rien vérifié. J'aurais pu m'arrêter là et exiger des explications. J'aurais pu partir, mais je ne voulais pas arranger les choses. Je voulais juste, pour une fois, que tout se déroule sans que j'aie à me battre pour chaque détail. Il n'était pas comme je l'imaginais. Mais il y avait un mariage. Il y avait un oncle qui me regardait comme si j'étais la reine du clan. Il y avait une cousine rayonnante sur le point d'épouser l'homme qui avait partagé mon lit pendant 18 mois, et je n'avais ni le temps ni l'énergie de tout chambouler. « Savez-vous pourquoi vous êtes là ?» demandai-je d'une voix aussi ferme que possible. Matteo Romano me regarda avec un calme absolu et répondit « Vous accompagner au mariage de votre cousine et m'assurer que personne n'ait à se plaindre et que toute la famille comprenne que je vais bien. »« Ça aussi, » dit-il. Et il y avait là quelque chose qui n'était pas vraiment de l'humour, mais qui planait. J'ai saisi mon sac à main avec plus de fermeté que nécessaire et j'ai dit
Alors allons-y. La voiture était sombre et silencieuse, et sentait le cuir avec une odeur que je n'arrivais pas à identifier, mais qui s'est gravée dans ma mémoire avec une insistance irritante. Matteo conduisait d'une main sur le volant et de l'autre posée sur la coudoir, détendu comme seuls les hommes habitués à tout contrôler peuvent l'être. Non pas parce que rien ne les affecte, mais parce qu'ils ont appris à laisser la tension exister sans la laisser paraître. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai fait comme si de rien n'était. Le trajet jusqu'au domaine Ferranti a duré un peu plus d'1 heure et pendant les 20 premières minutes, je me suis persuadé que c'était un service. Il y avait un contrat et le fait que le chauffeur ne soit pas exactement celui que j'avais commandé ne changeait rien, en théorie, à la validité de l'accord. Je me répétais cela comme on range des cartons sur une étagère pour éviter de voir ce qui est cassé par terre. Service rendu. Mariage accompli. Famille réduite au silence. Ce n'était pas simple, mais il fallait que ça le paraisse. Mon téléphone vibra. C'était Ea, ma meilleure amie, la seule personne au monde capable de paniquer par procuration. Tu l'as récupéré. Il est comment? Envoie une photo. Envoie-la tout de suite. Je jetai un coup d'œil à Matteo. Il avait les yeux rivés sur la route, le visage impassible. Il y avait du changement. Je tapais, ce n'est pas le même homme. 3 points clignotèrent, une éternité me parut, avant même la réponse. Comment ça, ce n'est pas le même homme? Demanda Serena. Je rangeai mon téléphone avant qu'elle ne me fasse rire au mauvais moment. Une famille nombreuse? Demanda Matteo sans quitter la route des yeux, sans préambule. La question me prit au dépourvu et je mis une seconde à répondre. Une famille qui compense la quantité par l'intensité. Le coin de ses lèvres bougea. Ce n'était même pas un sourire, mais c'était la première fois que son visage changeait depuis notre rencontre. Et le marié? Demanda-t-il d'un ton désinvolte, comme s'il s'enquérait de la pluie et du beau temps. C'est mon ex. Je laissai la question en suspens, sans plus d'explication. Matteo resta silencieux un instant. Alors je comprends. Tu n'as pas besoin de comprendre, répondis-je. Tu as juste besoin d'avoir l'air de m'adorer. Il tourna les yeux vers moi une seconde, une seule, avant de reprendre la route. Ça ne posera aucun problème, dit-il. Et il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui me fit un drôle d'effet, que je décidai d'ignorer. Je regardais Matteo Romano, qui conduisait avec cette sérénité déconcertante, sa silhouette se détachant sur les lumières de la route, et je pensais que, quoi qu'il en soit, la famille était déjà en plein désarroi avant même notre arrivée. Et cela valait bien chaque centime des 2 échéances. Ce que j'ignorais encore, ce que je mettrais bien trop de temps à comprendre, c'est qu'il m'avait repéré du regard avant même que je n'entre dans cette boîte de nuit. Que le nom de Serena Ferrante ne lui était pas inconnu. Que ce changement de dernière minute n'avait rien d'un accident. Et que l'homme assis à côté de moi dans la voiture savait exactement qui j'étais, de qui j'étais la nièce, et ce qu'il comptait faire de cette information. Je regardai par la fenêtre les lumières lointaines du domaine et ne sentis que le poids du contrat dans ma poche et la chaleur silencieuse de quelqu'un assis trop près, qui respirait trop lentement, et que je venais d'introduire dans ma vie. Chapitre 2. Bienvenue au domaine. Serena. Musique. Le domaine Ferrante était le genre de propriété qui n'a pas besoin de s'expliquer. Le portail en fer s'ouvrit lentement, comme s'il savait que l'arrivée nécessitait du temps pour être observée, et l'allée bordée de jacquiers menaçait le regard directement à la maison principale. Blanche, large, avec des vérandas qui se répétaient sur 2 étages et des fenêtres éclairées qui semblaient être des yeux vigilants. Il y avait des chevaux dans le pré à gauche et un jardin à droite que quelqu'un avait passé des années à laisser paraître décontracté. Je savais tout cela depuis mes 12 ans et je n'avais jamais cessé de ressentir cette pointe de malaise à l'arrivée. Ce sentiment que l'endroit était trop beau pour quelqu'un qui ne s'y était jamais senti chez elle. La voiture de Matteo s'arrêta devant l'entrée principale. Avant même que je puisse reprendre mon souffle et sortir, il était déjà à mes côtés et ouvrit la portière d'un geste fluide et naturel, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, sans avoir besoin de commentaires ni d'applaudissements. Je pris la main qu'il me tendait et sortis. C'est alors que j'aperçus les premières silhouettes sur le porche. Tante Rousana se tenait là, un verre de progeste figé en l'air. Son regard passait de moi à Matteo, puis revenait à moi à la vitesse d'un éclair, comme si elle effectuait des calculs qu'elle voulait cacher. À côté d'elle, tante Bettina tenait l'épaule de cousine Lara avec la fermeté de quelqu'un qui avait besoin d'un soutien inébranlable pour tenir debout. Lara avait les lèvres entr'ouvertes, dans une expression que, dans d'autres circonstances, j'aurais immortalisée. Aucune d'elles ne dit un mot. Pendant 6 secondes environ, aucun d'eux ne dit un mot, et ces 6 secondes valaient chaque kilomètre parcouru. Matteo se tenait à côté de moi et posa sa main sur le bas de mon dos, exerçant une pression légère mais ferme. Une pression qui ne demande pas la permission, mais qui ne s'accompagne d'aucune annonce, il s'éclaircit la gorge. Elle existait, tout simplement, comme la chose la plus naturelle au monde.
Et je sentis la chaleur de ce geste traverser le tissu de ma robe et se poser là où il ne fallait pas, au cœur de mes pensées. Serena. La voix s'éleva de l'intérieur de la maison avant même que je n'ai fait un pas en avant. Et je reconnus le ton avant même de voir le visage. Geneva Ferrante apparut à la porte, vêtue d'une robe de soie crème et arborant le sourire qu'elle avait lorsqu'elle gagnait. Un sourire large, éclatant, dévoilant toutes ses dents. Elle me serra dans ses bras avec l'efficacité d'une personne suivant le protocole, puis recula, ses yeux se levant vers Matteo avec une curiosité qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. « Et vous êtes venu accompagner » dit-elle en se tournant vers moi, d'un ton qui tranchait d'une observation à l'autre. « Oui » ai-je répondu avec la même chaleur qu'on utilise pour confirmer une réservation d'hôtel. Matteo tendit la main à Ginevra et prononça son nom une fois, avec sa concision habituelle. Il y avait quelque chose dans sa façon de le faire, sans trop sourire, sans se pencher, sans rien laisser transparaître de son admiration pour le lieu ou pour la mariée, qui fit perdre à son sourire un demi-millimètre. Elle n'avait pas l'habitude des hommes qui ne réagissaient pas à son sourire. C'était un petit détail, mais je l'enregistrai avec cette satisfaction qu'on garde en silence. Le dîner de bienvenue eut lieu sur la véranda couverte à l'arrière, autour de la longue table que les Ferrante réservaient aux occasions qui se voulaient intimes, mais qui, en réalité, était une arène. Il y avait des fleurs au centre, des bougies allumées, et ce genre d'éclairage qui rendait chacun un peu plus beau et un peu plus dangereux à la fois. J'étais placé entre Matteo et tante Razana, qui passa les 15 premières minutes à essayer d'obtenir des informations avec la délicatesse de quelqu'un qui manie une pioche là où une cuillère à café suffirait. « Mais où vous êtes-vous rencontrés » me demanda-t-elle d'un ton qui laissait présager une chose et qui cherchait juste une confirmation. « Au travail. » J'ai répondu avant même qu'elle ait fini de poser son verre sur la table. Tante Rosanna attendait la suite. Je n'en ai pas dit plus. Elle a tourné son regard vers Matteo avec le sourire de quelqu'un qui s'apprête à l'attaquer par surprise. Il a croisé son regard avec une cordialité si précise et si absolue qu'elle est retournée à son assiette sans rien prendre. J'ai dû me cacher le visage derrière mon verre d'eau pour ne rien laisser échapper. De l'autre côté de la table, Connor Reed était assis à côté de Ginevra avec l'air de quelqu'un qui avait répété sa comédie et qui, à cet instant précis, oubliait son texte. Il était beau de cette beauté qui se prête bien aux photos, le genre de beauté qui fonctionne dans un contexte, mais qui, de près, perd tout son impact. Je l'ai regardé avec la curiosité clinique de quelqu'un qui analyse une vieille cicatrice pour voir si elle est encore douloureuse. Et la réponse fut « non, elle ne faisait pas mal ». Il n'y avait rien de plus qu'une étrange sensation sourde à l'endroit où il y avait eu quelque chose. Ce qui frappait, c'était son regard, qui parfois traversait la table pour se poser sur moi, et qu'il ne savait pas dissimuler, ou qu'il ne cherchait pas à dissimuler. La chaleur près de mon oreille fut la première chose que je sentis. Puis la voix de Matteo, assez basse pour ne pas m'entendre. Il n'a pas l'air d'un marié très concentré. Je ne répondis pas. Je fixai le panier à pain au centre de la table et sentis une chaleur me monter au cou avec une détermination que je n'autorisais absolument pas, espérant que la lumière des bougies suffirait à masquer ce qui se passait sur ma peau. Matteo retourna à sa place sans un commentaire, comme s'il avait parlé du temps qu'il faisait, et je continuai à fixer le panier à pain pendant 3 secondes de trop. Osto Ferrante arriva à table après que tout le monde fut déjà assis, ce qui était typique de lui. Apparèrent quand l'attention était déjà partagée, pour que sa redistribution soit inévitable et totale. C'était un homme qui utilisait les cadeaux comme un outil, et cet outil était, comme toujours, tranchant. Je l'observais faire le tour de la table, ponctuer des salutations d'usage, du baiser sur le front de Geneva, de la poignée de main aux hommes, puis son regard se posa sur moi et s'arrêta sur Matteo. 2 secondes, peut-être moins. L'expression de mon oncle ne changea pas comme lorsqu'on est surpris, mais d'une manière plus subtile, plus maîtrisée, celle de quelqu'un qui reconnaît quelque chose d'inattendu et décide sur le champ de la marche à suivre. Osto me regarda de nouveau, arborant son sourire de circonstance. Et il dit « Serena » avec l'affection exacte de quelqu'un qui sait qu'on attend de lui de l'affection. « Oncle Osto » répondis-je avec la même précision. Il salua Matteo d'une brève poignée de main et d'une présentation que je n'entendis pas bien, absorbé par le visage de Matteo. Et le visage de Matteo ne laissait rien transparaître, ce qui, je le comprenais déjà, était une information en soi. Le dîner reprit. Les conversations se chevauchaient. Le vin circulait. Genève raconta l'histoire de la proposition pour la 3e fois depuis mon arrivée, et les fourmis s'agitèrent au moment opportun. Mais entre l'entrée et le plat principal, Osto se leva sous prétexte d'aller chercher une autre bouteille de vin et traversa l'espace derrière les chaises en direction de la cave. Je n'aurais rien remarqué si Matteo n'avait pas suivi ce mouvement du regard d'une fraction de seconde. Si rapide que j'ai failli croire l'avoir rêvé. Quelques minutes plus tard, je me levai pour aller aux toilettes et, en traversant le couloir intérieur, j'entendis les voix avant même de les voir.
Hosto était appuyé contre l'encadrement de la porte du caviste, d'un ton qui se voulait désinvolte, sans aucune allusion aux affaires dans la région ni aux opportunités de partenariat. Matteo, les mains dans les poches, se tenait face à lui, l'air de quelqu'un qui entend tout sans rien céder. Pas un signe d'intérêt, pas un geste d'ouverture, pas même le léger hochement de tête que l'on fait par politesse pour clore une conversation avec élégance. Il resta immobile, fixant mon oncle, et le silence qui s'installa entre eux était lourd et pesant. Hosto sourit, murmura quelque chose que je n'entendis pas, puis retourna à table. Matteo resta immobile un instant après son départ, puis tourna son regard vers le couloir et me trouva là, planté au milieu du passage, comme si j'avais tout vu. Aucun de nous ne dit un mot. Il me fixait simplement avec ce calme absolu et impénétrable, et je sentis que j'étais face à quelque chose d'indéfinissable, quelque chose qui, d'une manière que je ne pouvais expliquer à cet instant précis, dépassait de loin un simple contrat de week-end. Je détournai le regard et retournai à table. Je passai le reste du dîner à sentir le regard de Matteo Romano posé sur ma joue, sans jamais parvenir à décider si je voulais qu'il cesse de me fixer. Chapitre 3. Elle ne devrait pas autant apprécier cela. La chambre qu'on nous avait attribuée avait un lit de place, 2 fenêtres donnant sur le jardin et un canapé manifestement là pour la décoration et non pour dormir. Je suis entré la première, j'ai posé ma valise sur la commode au pied du lit et je suis resté un instant à contempler le matelas avant de dire, du ton le plus pragmatique possible, « Prends le lit. Je dormirai sur le canapé. » Matteo est entré derrière moi, a évalué la pièce d'un seul coup d'œil et a répondu « Non ». Je me suis tourné vers lui. « Non, le lit est à toi », a-t-il dit, comme si cela réglait la question, et il est allé vérifier l'espace dans le placard avec la même expression que quelqu'un qui examine un contrat de travail. Je voulais discuter. J'avais 3 bons arguments en réserve, mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, sans négociation, sans galanterie excessive, comme un simple fait qui minimisait l'importance de mes arguments. Et je me suis retrouvé assis en silence au bord du lit, avec la légère et irritante impression d'avoir perdu un débat avant même qu'il ne commence. De l'autre côté de l'écran, Isa vivait l'expérience inverse. Il t'a laissé le lit, Serena. Ce n'est pas un comportement d'escorte. C'est un comportement de personnage principal. Isla, ai-je écrit. Il est embauché. Ça fait partie du service, ma chérie, a-t-elle répondu. Le personnel de service ne dort pas sur le canapé. Il demande une chambre séparée. J'ai raccroché avant qu'elle ne me convainque de quelque chose que je n'étais pas encore prête à envisager. Les journées au domaine étaient rythmées par une routine que la famille Ferrand appliquait avec la rigueur d'un règlement intérieur. Petit déjeuner collectif à 8 heures, activité matinale, déjeuner ensemble, après-midi libre sous surveillance discrète et dîner obligatoire. Tout était conçu pour créer l'illusion de la spontanéité au sein d'une chorégraphie parfaitement rodée. Matteo s'y comportait avec une aisance inattendue, et cela me troublait d'une manière que j'ai mis du temps à mettre des mots. Il savait quand parler et quand se taire. Il savait répondre aux questions des fourmis avec suffisamment de cordialité pour ne pas paraître impoli, sans pour autant attiser leur curiosité. Il savait se tenir près de moi sans avoir besoin de me toucher pour que tout le monde dans la pièce sache que nous étions ensemble. Le matin du 2e jour, la famille organisa une promenade à cheval par 2 sur la propriété, car les Ferrantes ne savaient rien faire sans que cela ne dégénère en compétition déguisée en affection. Je chevauchais, il s'éclaircit la gorge aux côtés de Matteo sur le sentier qui traversait l'orangerie. Il resta longtemps silencieux avant de désigner un endroit au-delà des arbres et de dire « Il y a une clôture cassée là-bas, le 3e poteau en partant de la gauche. » Je regardai dans la direction qu'il indiquait. Elle était bien là. « Tu connais les fermes. »« Je connais les propriétés. » répondit-il avec cette concision qui ressemblait tantôt à une réponse, tantôt à une fenêtre entr'ouverte. C'est différent de connaître les fermes. Il tourna son visage vers moi, le coin de la bouche légèrement relevé. Pas un grand sourire, mais la possibilité d'un sourire, et dit quelque chose. J'ai gardé cela en tête pendant tout le reste de la promenade, sans en tirer aucune conclusion utile. Le téléphone d'Isa n'arrêtait pas de sonner. « Bon, mais vous parlez vraiment. » Parfois, je répondais « Et alors ?» « Serena, tu sais ce que je veux dire. » Je le savais. Et c'était précisément pour cela que j'avais rangé mon téléphone dans le tiroir de ma table de chevet et que j'avais fixé le plafond pendant une dizaine de minutes avant d'admettre, en silence et sans rien écrire à personne, qu'il se passait quelque chose qui n'était pas prévu au contrat. C'était encore un détail. C'était la façon dont il m'écoutait quand je parlais. Non pas l'attention feinte de quelqu'un payé pour faire semblant d'être intéressé, mais l'attention discrète de quelqu'un qui mémorise des informations, qui enregistre des détails. C'était le fait que, le premier matin, il avait commandé un café sans sucre pour nous 2, et que je n'avais jamais mentionné comment je le prenais. C'était ce geste dans le couloir, quand Amptina était passée avec un plateau,
et qu'il avait posé sa main sur mon bras pour me faire signe de m'écarter. 2 secondes, des doigts sur mon coude, un contact interrompu avant même d'avoir commencé, et qui persistait, une brûlure sourde qui durait depuis trop longtemps. J'étais dans le pétrin et je le savais avec la lucidité irritante de quelqu'un qui essaie de raisonner l'inexplicable. Connor est arrivé l'après-midi du 3e jour. J'étais sur la véranda, plongé dans un livre dont j'avais relu la même page 4 fois, lorsqu'il est sorti par la porte de côté avec 2 verres de limonade et ce sourire qui m'avait encharmé 18 mois auparavant et qui, maintenant, me semblait familier, comme une chanson qu'on a trop entendue pour encore la ressentir. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il, tirant déjà la chaise. « Tu es déjà assis » répondis-je sans quitter mon livre des yeux. Il posa un des verres près de ma main et resta silencieux un instant, puis dit d'un ton assuré, « Tu as bonne mine. » « Merci. » Ce n'était pas un compliment, juste une remarque. Il marqua une pause. « Tu as l'air différente. » »« Je suis différente. » Je tournai la page, que je n'avais pas encore lue. Connor se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux, et baissa la voix. « Qui est-ce, Serena ?»« Mon petit ami. » dis-je avec la même désinvolture que celle avec laquelle on donne l'heure. « Il sait tout. »« Alors tu ne m'as pas dit que tu étais avec quelqu'un. Tu ne m'as pas posé la question. » J'ai refermé le livre calmement et l'ai enfin regardé. Ce fut une véritable libération de constater que son visage ne m'inspirait plus qu'une douce fatigue. Et même si j'avais demandé à Connor, « Tu te maries demain. Qu'est-ce que tu ferais de cette information ?» Il n'a pas répondu. Il est resté là, à contempler le jardin, avec l'air de quelqu'un qui n'apprécie pas sa propre réponse. J'ai repris le livre et suis retourné à la page que je n'arrivais pas à lire. Nous sommes restés ainsi jusqu'à ce qu'il se lève et parte sans un mot de plus. Je n'ai réalisé que Matteo était appuyé contre l'encadrement de la porte derrière moi qu'en entendant les pas de Connor s'éloigner et en me retournant. Il était là, les bras croisés, le visage fermé, de ceux qui n'ont pas besoin de mots pour exprimer qu'il avait tout vu et que certains aspects lui déplaisaient. Il n'a rien dit. Il est simplement entré, s'est assis sur la chaise où Connor était assis et est resté silencieux un instant avant de dire « Limonade ». J'ai regardé le verre que Connor avait laissé. « Tu peux le jeter ». Un sourire se dessina sur les lèvres de Matteo. Je m'en doutais. La nuit du 3e jour était chaude, les fenêtres de la chambre ouvertes, et j'étais allongé, les yeux fixés au plafond, tandis que Matteo lisait sur le canapé, la lampe de chevet allumée. Le silence entre nous était de ceux qui ont une texture. Non pas gênant, mais présent, conscient de lui-même. « Tu fais toujours ça ?» demandai-je au plafond. Il marqua un temps d'arrêt. « Ça dépend de ce que c'est. Reste silencieux, comme si tu n'avais pas besoin de combler le vide. » J'entendis le bruit d'un livre qu'on refermait. « La plupart des gens parlent pour ne pas avoir à réfléchir, » dit-il. Je préfère le contraire. Je tournai la tête vers lui. Il était allongé sur le canapé, un bras replié sous la tête, fixant lui aussi le plafond. Et il y avait quelque chose dans cette image, dans cet homme immense et maître de lui, allongé sur un canapé manifestement trop petit pour lui, qu'il avait choisi sans se plaindre, qui me serra la poitrine d'une manière que je préférais ne pas analyser. « Tu n'es pas obligé de rester sur le canapé, » dis-je avant même d'avoir osé le dire. Il tourna la tête vers moi. Son regard s'attarda sur le mien une seconde, trop longue pour être neutre, trop courte pour être une affirmation. Puis il répondit « Je sais ». Et il reporta son attention au plafond, immobile. Je continuai de le fixer plus longtemps qu'il n'aurait été sage, puis je reportai mon regard au plafond. La nuit demeura chaude, le silence pesant, et aucun de nous n'ajouta un mot. Le quasi-baiser eut lieu le lendemain après-midi, et c'était entièrement la faute de la véranda du 1er étage. La famille avait organisé des jeux dans le jardin, et j'étais monté chercher un pull que je n'allais pas porter, juste pour avoir 5 minutes de répit loin de tante Rosanna et de sa question récurrente, formulée avec des mots différents. Matteo m'avait suivi sans que je le lui demande, sans explication. Quand j'ai tourné dans le couloir, il était plus près que je ne l'avais imaginé. Le couloir était étroit, et la lumière qui filtrait par la fenêtre au fond était cette lumière de fin d'après-midi qui n'incite pas à prendre de bonnes décisions. Il n'a pas reculé. Moi non plus. Nous sommes restés ainsi un instant. Impossible à mesurer. La distance entre nous était celle d'un choix, et son regard était fixé sur le mien avec cette attention silencieuse et totale qui le caractérisait, et qui me déstabilisait de l'intérieur avec une efficacité que je commençais à trouver personnellement blessante. Puis les pas de ma tante ont résonné dans l'escalier avec la ponctualité d'une catastrophe naturelle. J'ai reculé. Il est resté là une seconde de plus, comme s'il hésitait à prêter attention à cette interruption, puis il s'est éloigné avec ce calme qui ne résolvait absolument rien. Je suis descendu avec le pull que je n'allais pas mettre et je suis resté planté là à regarder le match dans le jardin sans rien voir. Tante Rahana a parlé d'équipe.
Jeanne Vrahari a une remarque de Connor. Le soleil se couchait derrière les arbres, offrant un spectacle d'une beauté totalement indifférente à l'état dans lequel je me trouvais cette nuit-là, allongé dans le noir, le seul bruit étant la respiration de Matteo sur le canapé. Je fixai le plafond et eus l'honnêteté d'admettre, du moins à moi-même, que j'avais passé les 3 dernières heures à souhaiter que mes tantes ne soient pas montées. De l'autre côté de la pièce, Matteo Romano était resté éveillé jusqu'à l'aube, mais je l'ignorais encore. Chapitre 4. La veille du mariage, et elle était déjà perdue. La veille des noces était empreinte de cette tension que la famille Ferrand enveloppait de papier de soie et appelait excitation. Les fleurs étaient arrivées le matin. Le traiteur s'installait dans le jardin latéral, et les fourmis bourdonnaient dans la maison avec l'énergie de ceux qui ont besoin d'être à 10 endroits à la fois et qui s'en sortiront car ils refusent d'accepter autre chose. Je m'étais réfugié dans la bibliothèque. Ce n'était pas une cachette élégante. C'était une pièce étroite avec de vieilles étagères, une fenêtre donnant sur le jardin et un fauteuil qui sentait le moisi avec une dignité affectée. Mais c'était le seul endroit de la maison où personne ne m'avait cherché ces 2 derniers jours, et j'avais besoin de 15 minutes sans qu'on me demande si j'allais vraiment bien, sur ce ton qui signifie tout le contraire de ce qu'il dit. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Connor se racle la gorge, Reed entra, les épaules légèrement voûtées, la posture de quelqu'un qui s'exerce à l'humilité devant le miroir avant de quitter sa chambre, et referma la porte derrière lui avec une précaution qui m'irrita avant même qu'il n'ait prononcé un mot. « J'avais besoin de te voir seul, dit-il. J'avais besoin de silence, répondis-je sans quitter le jardin des yeux. L'un de nous deux va partir frustré. Il traversa la pièce et se planta près de la fenêtre, à côté de moi, avec cette proximité calculée de quelqu'un qui veut que l'on ressente le poids de sa présence. Serena. Sa voix était basse, avec cette intonation qu'il prenait quand il voulait paraître sincère. J'ai fait une erreur. J'ai attendu. J'ai fait une erreur avec toi, sur toute la ligne. Et je sais que je n'ai pas le droit de dire ça maintenant, à la veille de mon mariage. Mais si je ne le dis pas, je vais me marier. Dis-je en me tournant vers lui. Tu vas te marier demain avec ma cousine. Et Connor avait déjà pris sa décision avant même que tu n'entres dans cette pièce. Il me regarda, les yeux légèrement écarquillés, l'expression de quelqu'un qui ne s'attendait pas à trouver ce calme là où il s'attendait à trouver de la souffrance. « Je t'aime encore », dit-il. Et il y avait en lui une conviction qui, à un autre moment, dans une autre version de moi, aurait provoqué une réaction. Mais je restais complètement immobile intérieurement, comme quelqu'un qui teste une vieille blessure du doigt et découvre qu'elle est vraiment guérie. Et ce que je ressentis n'était ni de la douleur, ni de la colère, rien d'assez dramatique pour l'instant. C'était juste une clarté froide et étrange, celle qui apparaît quand on cesse enfin de lutter contre une vérité qu'on connaissait déjà. « Tu ne m'aimes pas », dis-je avec la même froideur qu'on utilise pour corriger une erreur dans un rapport. « Tu as peur de te marier, et je te suis assez familier pour te faire croire que c'est une porte de sortie. C'est différent. » Il ouvrit la bouche, puis la referma. « Pars, Connor. » Je me retournai vers la fenêtre. « Et demain, sois à l'hôtel à l'heure. » J'entendis ses pas s'éloigner et la porte se fermer. Je restai là, à contempler le jardin, un long moment sans que je puisse l'estimer, avec cette étrange impression, un peu désorientante, que le dernier lien qui me rattachait au passé venait de faire ses valises et de partir sans un bruit. Ce qui restait à sa place n'était pas le vide. C'était autre chose, plus chaleureux, plus indéfinissable, avec le visage d'un homme en costume sombre qui avait dormi sur le canapé sans se plaindre, et qui était resté éveillé toute la nuit sans que je le sache. Il s'éclaircit la gorge. Le dîner formel de la veille avait été éclairé par de hautes bougies. Les assiettes n'étaient touchées que par des conversations superficielles, destinées à combler les silences. Je m'étais présenté dans la robe bordeaux foncé que j'avais apportée pour une occasion comme celle-ci. Le genre de robe qui ne crie rien, mais qui attire tous les regards sans qu'on sache pourquoi. Et quand Matteo m'a vu descendre l'escalier, son seul mouvement a été de cesser de parler à Raphaël. Cet homme discret apparut au domaine cet après-midi-là, sans qu'on lui explique vraiment qui il était, et de rester immobile un instant. J'ai perçu cet instant avec une attention feinte. À table, Matteo est resté à mes côtés comme toujours, et le dîner a repris son cours habituel. Tante Rosanna tentait d'engager la conversation. Aussitôt, en bout de table, le regard calculateur. Geneva rayonnait de l'énergie de celle qui, demain, serait le centre du monde et voulait que tout le monde le sache. Connor était de l'autre côté de la table et me regardait d'une façon qu'il avait appris à ne plus faire quand nous étions ensemble, et qu'il avait oublié de cesser maintenant que nous étions séparés. Matteo l'a remarqué. Je savais qu'il l'avait remarqué, car il s'est figé à son tour un instant. Pas cette seconde d'admiration, comme tout à l'heure dans l'escalier, mais une seconde plus, il s'éclaircit la gorge, plus intense, plus profonde, de celle qui précède les décisions. Puis il s'est penché vers moi. Son mouvement était si lent que j'ai senti sa chaleur avant même de le toucher.
Son épaule contre la mienne, son bras effleurant le mien, sa bouche si près de mon oreille que j'ai failli perdre le fil de ma pensée. « Regarde-moi, dit-il, tout bas, rien que pour moi. » J'ai tourné mon visage vers lui, et il s'éclaircit la gorge, il n'y avait plus aucune distance. Pas cette distance normale qui existe entre deux personnes liées par un pacte. Il n'y avait que son visage tout près du mien, ses yeux sombres, une expression ni froide ni facile à déchiffrer, et le brouhaha du dîner qui semblait se dérouler sur une autre fréquence. Il a posé lentement sa main sur mon visage, ses doigts effleurant mon menton d'un geste léger qui était sa façon de me questionner, puis il m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser timide. Ce n'était pas le genre de choses qu'on fait par protocole ou pour alimenter un récit. C'était lent, délibéré et brûlant d'une manière qui transperçait toute ma carapace et atteignait une zone que j'ignorais vulnérable. J'entendis la conversation à table s'éteindre dans un silence de mort, un silence qui s'installa d'un côté puis de l'autre. Et je m'en fichais, car une main était sur mon visage, une bouche contre la mienne, et une chaleur dans ma poitrine, une chaleur interdite mais bien réelle. Lorsqu'il se recula, ce fut avec le même calme qu'à son approche. Je restai un instant à le regarder, incapable de composer une expression. Puis je tournai les yeux vers la table et compris que Connor était parti. Personne ne regardait la porte qu'il avait franchie. Tous les regards étaient tournés vers nous. Le silence s'était installé, comme une masse immobile. Hosto fixait Matteo d'un regard indéchiffrable, mais gravé dans ma mémoire, comme une information à relire plus tard. Et Ginevra arborait son sourire éclatant, qui cette fois-ci avait perdu plus d'un demi-millimètre. Matteo prit son verre de vin avec une tranquillité que je trouvais personnellement insupportable et but une gorgée comme si de rien n'était. Je suis monté à l'étage avant la fin du dîner. Je ne lui ai rien dit. Je n'en avais pas besoin, ou peut-être que j'en avais trop besoin, et c'était précisément pour cela que je ne l'ai pas fait. Je suis entré dans la chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assise sur le bord du lit et je suis resté là à fixer mes mains pendant un long moment inutile, essayant de mettre de l'ordre dans quelque chose qui n'en avait pas. Il m'avait embrassé pour faire disparaître Connor. C'était calculé. Cela faisait partie du jeu. C'était exactement le genre de choses qu'une escort girl ferait dans une situation pareille. C'est ce que je devais penser. Le problème, c'est que tout mon corps savait que ce baiser n'était pas qu'une simple mise en scène. Et je n'étais pas prête à me contredire. Et c'était le baiser le plus chaotique que j'ai reçu depuis des années. Et c'était un problème d'une ampleur que je n'étais pas capable de gérer ce soir-là. On frappa à la porte 20 minutes plus tard. 3 coups espacés. Sans me presser, j'ouvris. Matteo était dans le couloir, sa veste ôtée et le premier bouton de sa chemise ouvert. Il y avait quelque chose d'un peu différent chez lui ainsi. Pas plus petit, pas plus accessible, mais une couche de moins entre l'homme et le monde. Nos regards se croisèrent une seconde chargée d'émotion. Puis je reculai, il entra et je refermai la porte derrière lui. Et quand je me retournai, il était trop près pour que ce soit encore à propos du chargeur. Le baiser n'était pas prévu au contrat, dis-je d'une voix aussi calme que possible, ce qui n'était pas vraiment le cas. Non, acquiesca-t-il. Alors tu n'aurais pas dû le faire. Probablement pas, il ne recula pas d'un millimètre en disant cela. Et je ne fis pas un pas en avant, mais une force étrange régnait entre nous, entre l'attirance et le conflit. C'étaient les deux à la fois, comprimés dans un espace trop restreint pour que nous puissions nous toucher. Tu m'as embrassé devant tout le monde, dis-je, et il y avait là une accusation, mais aussi quelque chose d'autre que je ne voulais pas nommer. Oui, sa voix était basse pour marquer les esprits. Il inclina légèrement la tête, et ce mouvement rapprocha son visage du mien d'une fraction de seconde que je sentis plus que je ne vis. Serena. Le nom dans sa voix avait un poids différent de d'habitude, comme s'il l'utilisait par choix et non par obligation. L'impact était pour eux. Le reste était pour moi. J'ouvris la bouche pour répondre. J'avais une réponse. Elle était là. C'était une bonne réponse. Et puis il m'embrassa. Il ouvrit sa bouche sur la mienne avec une lente et profonde faim. Le baiser se déploya comme une vague brûlante. Nos langues se rencontraient dans un rythme intime. Explorant, savourant. Ses mains glissèrent le long de ma taille, remontant lentement sous mon chemisier, réchauffant ma peau. Je soupirai, se racle la gorge, contre ses lèvres. Tout mon corps réagissait à son contact. Il me plaqua délicatement contre le mur, son corps ferme pressé contre le mien. Je sentais son désir brûlant contre moi, tandis que mes mains déboutonnaient sa chemise, révélant la chaleur de sa poitrine. Mes doigts glissèrent le long de son abdomen sculpté, jusqu'à la ceinture de son pantalon. Il soupira doucement lorsque je l'enlaçai, sentant ses pulsations puissantes dans ma paume. D'un geste délibéré, il souleva ma jupe et me toucha là où je brûlais le plus. Ses doigts pénétrèrent lentement, courbant avec précision, tandis que son pouce dessinait de l'encercle parfait. Je tremblais, le souffle court, agrippant ses épaules.
Puis il me souleva. Mes jambes s'enroulèrent naturellement autour de lui dans un mouvement fluide et profond. Il me remplit complètement, m'étirant délicieusement. Nos corps s'unissaient dans un rythme intense et mesuré. Chaque poussée nous emmenait plus profondément. Le plaisir montait comme une marée irrésistible. Quand l'orgasme arriva, il fut dévastateur. Je me suis abandonné à lui en de longues et puissantes vagues, murmurant son nom contre son cou. Il me suivit peu après, se libérant en moi dans des spasmes chauds et intenses, son corps tout entier tremblant contre le mien. La lampe resta allumée longtemps, éclairant nos corps enlacés et moites. Ce n'est qu'après que la nuit nous enveloppa, chaude et silencieuse, tandis que le domaine dormait dehors. Chapitre 5. Mariage, lendemain matin, et tout ce qui avait changé. Je me suis réveillé alors que le soleil était déjà haut et que le côté droit du lit était vide et suffisamment froid pour que je sache qu'il s'était levé depuis un moment. Je suis resté debout à fixer le plafond pendant environ 2 minutes, avec cet étrange qui survient après un événement important, quand le corps n'a pas encore décidé comment réagir. Aucun regret. J'avais vérifié. J'avais effleuré du bout des doigts cette sensation, cherchant une douleur. Rien. Juste une légère sensation de légèreté, un peu désorientante, et l'odeur de son eau de Cologne sur l'oreiller à côté de moi, dont j'ai décidé de ne parler à personne, et encore moins à Isla. Matteo était sur le perron, un café à la main, dos à la porte, regardant le jardin où le personnel ajustait les dernières chaises pour la cérémonie. Il entendit mes pas et tourna la tête, pas tout son corps, juste son visage, et me regarda un instant avec une expression à la fois plus ouverte et plus calme, avant de reporter son regard sur le jardin. « Le café est prêt, » dit-il. Je m'assis à côté de lui et nous restâmes silencieux. Ce silence était différent de tous ceux que nous avions partagés. Aucune tension, aucune négociation. Juste 2 personnes dans un jardin, au petit matin. Et il y avait dans cette simplicité quelque chose qui me semblait, pour des raisons que je n'étais pas prête à exprimer, plus intime que tout ce qui s'était passé la veille. La cérémonie eut lieu à midi, sous une arche de fleurs blanches que quelqu'un avait mis des heures à confectionner. Geneva apparut dans l'allée improvisée, vêtue d'une robe de dentelle d'une beauté incontestable et arborant un sourire d'une sincérité indéniable. Je la regardai s'avancer et ne ressentis que la pureté de celle qui avait échappé à quelque chose qui n'était pas le sien. Connor était à l'hôtel, l'air de quelqu'un qui faisait ce qu'il fallait sans en saisir pleinement le sens. Quand Geneva l'a rejoint et qu'il a pris ses mains, il a baissé les yeux un instant avant de la regarder. Une seule seconde, mais je l'ai vu. Matteo, à mes côtés, son bras effleurant le mien, l'a vu lui aussi et n'a rien dit, ce qui était la meilleure réaction possible. Quand le prêtre les a déclarés unis par les liens du mariage et que les invités ont applaudi, Matteo s'est penché légèrement vers moi et a dit, tout bas. « Voilà, tu as survécu. » Je me suis tourné vers lui, les yeux légèrement plissés. Je n'ai jamais couru de danger. « Je sais, » a-t-il répondu avec ce calme qui exprimait tantôt l'approbation, tantôt toute autre chose. Il s'agissait pour eux de te survivre. Je l'ai regardé un instant, sans trouver de réponse. Puis la musique a commencé, les gens se sont levés autour de nous et l'instant s'est dissipé. Mais il était précieusement conservé, comme on conserve les choses les plus fragiles. Nous sommes partis avant la fin de la fête. Inutile de le prévoir. À un moment donné, nos regards se sont croisés, emplis d'une compréhension qui se passe de mots. 15 minutes plus tard, nous étions en voiture, sur la route du retour, la musique à faible volume, le domaine Ferrante disparaissant dans le rétroviseur. La semaine qui suivit fut la plus étrange et la plus calme que j'ai vécue depuis longtemps. Nous sommes restés en ville. Son appartement, avec ses hauts plafonds, ses meubles minimalistes et ses livres éparpillés n'importe où, sans se soucier de l'esthétique, selon la logique de quelqu'un qui lit à plusieurs endroits et ne se préoccupe pas de l'apparence. C'était un lieu qui en disait long sur lui sans le vouloir, et je le parcourais avec l'attention silencieuse de quelqu'un qui apprend une nouvelle langue. Nous avons cuisiné ensemble une fois. Il savait cuisiner avec l'agaçante compétence de quelqu'un qui excelle sans faire d'histoire. J'ai mal coupé l'oignon, et il a corrigé sans un mot, repositionnant ma main, ses doigts sur les miens, dans un geste qui a duré 3 secondes et qui m'a fait rater la coupe suivante d'une toute autre manière. « Tu l'as fait exprès », ai-je dit. « J'ai corrigé ta technique », a-t-il répondu d'une voix parfaitement neutre. « Avec ta main. C'est la solution la plus efficace. » Je le regardais. Il fixait la planche à découper d'un air impassible, que j'avais déjà appris à interpréter comme un amusement contenu. Je me tournai vers le fourneau avant de lui laisser échapper quoi que ce soit qui puisse lui être utile. Il y avait un accord entre nous, dit à voix haute, confirmé par les deux avec le sérieux de ceux qui croyaient à ce qu'il disait à cet instant précis, du moins tant que le contrat était valable. Pas d'attachement, pas de complications, pas d'attente au-delà de la durée convenue. C'était raisonnable. C'était adulte.
C'était exactement le genre d'arrangement que deux personnes intelligentes pouvaient maintenir sans problème. Je repensais à ce raisonnement de plus en plus souvent tout au long de la semaine, ce qui, en soi, était déjà une information que je préférais ne pas examiner. Après avoir quitté son appartement, l'interphone sonna. Matteo répondit et entendit la voix du portier annoncer la présence de deux hommes dans le hall avec un message de M. Ferrante. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Le ton du portier était celui de quelqu'un qui l'avait compris avant d'appuyer sur le bouton et qui ne savait pas quoi faire. « Faites-les monter », dit Matteo. Les deux hommes, ils étaient du genre à ne pas avoir besoin de se présenter, leur simple présence suffisant à les définir. Ils se tenaient côte à côte près de la porte, adoptant une posture apprise à occuper l'espace sans paraître menaçant, ce qui, paradoxalement, était la manière la plus efficace d'intimider. L'aîné prit la parole. Son message, bref et manifestement répété, sonnait désinvolte. Monsieur Osto Ferrante souhaitait régler leurs différends avant Noël. Il y avait une proposition, une compensation financière raisonnable pour les désagréments subis ces dernières années, et une seule condition, que Matteo Romano prenne ses distances avec sa nièce et garantisse que cette distance serait définitive. Matteo resta silencieux un instant après que l'homme eut terminé. Debout au milieu de l'appartement, les mains dans les poches, son expression restait impassible. Ce silence était de ceux qui, chez les moins expérimentés, incitent à le combler par des paroles superflues. L'homme plus âgé, lui, n'était pas novice. « Il attendit. Dites à M. Ferrante, finit par dire Matteo d'une voix basse et parfaitement neutre, que j'ai bien reçu le message. » L'homme attendit la suite. Il n'y eut rien de plus. « C'est tout ?» demanda-t-il, un sourcil légèrement levé. « Pour l'instant, » répondit Matteo. Les deux hommes échangèrent un regard furtif, comme ceux qui ne veulent pas être vus, et partirent sans un mot de plus. La porte se referma avec un clic sec, et l'appartement retrouva son silence d'antan, mais un silence différent, plus lourd de tension. Matteo s'approcha de la fenêtre et contempla les lumières de la ville un long moment, sans aucune intention contemplative. Il réfléchissait, et pour lui, la réflexion était toujours un processus intérieur, invisible à la surface, si ce n'est par un silence légèrement plus dense que d'habitude. Osto avait utilisé Serena comme monnaie d'échange. Il avait glissé son nom dans une négociation, comme si elle était une variable dans un calcul, et non une personne, avec la désinvolture de celui qui agit ainsi depuis si longtemps, qui avait traité sa nièce comme un pion pendant des années, au point de ne même plus s'en rendre compte. Matteo connaissait cette histoire. Il avait fait des recherches sur Serena auparavant. Il avait suffisamment lu sur les dynamiques du clan Ferrante pour comprendre sa place, ou plutôt son décalage, ce qui était plus juste. La nièce éloignée, la fille de la sœur qui avait commis une erreur, le nom qui figurait sur les listes familiales, mais jamais dans les décisions. Ce qu'il n'avait pas étudié, et qu'aucune enquête n'aurait pu prévoir, c'était ce que c'était que d'être dans la même pièce qu'elle. Sa façon de garder pied à terre même quand le sol se dérobait sous ses pieds. L'humour qu'elle utilisait comme une armure, et qui était paradoxalement l'une des choses les plus authentiques chez elle. La clarté avec laquelle elle avait congédié Connor sur cette véranda, sans drame, sans laisser de traces, comme si l'on fermait enfin une fenêtre ouverte sur les intempéries. Il était entré dans ce club avec un plan cohérent dans ses moindres détails. Et à un moment donné, entre l'allée bordée de jacquiers et la planche à découper dans une cuisine un mardi, le plan avait continué à être cohérent, mais avait cessé d'être la priorité. Son téléphone vibra. C'était Raphaël, son conseiller, qui surveillait les mouvements des hommes d'Augusto depuis. Ils ont laissé la voiture en bas. Deux hommes sont partis sans incident. Ferrante monte la tension. Matteo a répondu par SMS. Je sais. Demain, on s'en occupera. Chapitre 6. Elle jouait à deux, mais ce n'était plus un jeu. L'appel d'Osto arriva le matin du réveillon de Noël, et son ton n'était pas celui des appels protocolaires qu'il passait une fois par an pour remplir son devoir d'oncle présent. C'était un ton différent, plus bas, plus posé, celui qu'il employait lorsqu'il gérait une situation et voulait donner l'impression d'une simple conversation. Il dit qu'il avait besoin de me voir, qu'il y avait quelque chose d'important que je devais savoir avant la soirée, que cela concernait l'homme qui m'accompagnait. Je suis allé le rejoindre dans un café près de l'avenue principale, préférant rester en terrain neutre plutôt que de me présenter au domaine, et je suis arrivé avant lui pour avoir le temps de m'asseoir, de commander un café que je ne boirais pas, et d'adopter une expression impassible avant de savoir ce qu'il avait à dire. Osto arriva dans son pardessus gris avec la ponctualité qu'il cultivait comme une vertu, s'assit en face de moi et ne perdit pas de temps en bavardage. « L'homme, tu es avec qui ?» dit-il, comme si quelqu'un, en pointant du doigt un problème déjà réglé, n'était pas celui que tu croyais. J'attendis. Matteo Romano. Il laissa tomber le nom sur la table entre nous, comme si son poids suffisait. Sais-tu ce que ce nom représente? Tu vas me le dire, dis-je, et il me le dit,
avec la précision de quelqu'un qui avait tout préparé à l'avance. L'organisation, l'influence, les entreprises opérant à plusieurs niveaux, la réputation qui n'apparaissait nulle part par écrit, mais que tout le monde dans un certain cercle connaissait. Il employa les mots « danger » et « implication ». Et tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, avec la fréquence de quelqu'un qui pense que la répétition est un argument. J'entendis tout cela tandis que le café refroidissait devant moi et que mon cœur battait la chamade, comme si le sol se dérobait sous mes pieds, car ce qu'Ostoa décrivait n'était pas incompatible avec l'homme que je connaissais. C'était en fait la seule version de lui qui collait avec tous les détails que j'avais archivés et que je n'arrivais pas à assembler. Ce calme instinctif, c'était structurel. L'expression de mon oncle avait changé lors de ce premier dîner. Raphaël apparut et disparut sans explication. Les hommes venus la veille de Noël, dont je n'avais appris l'existence que plus tard. Tout s'est réorganisé en moi en une seconde, avec une clarté si crue qu'elle blesse. Mais il y avait autre chose aussi. Le souvenir de la chambre du domaine, des faibles dans l'appartement, de l'oignon mal coupé et de la main posée sur la mienne, du sourire aperçu une fois et que j'avais précieusement conservé. Et ça n'a pas bougé. C'est resté là, immobile, résistant à ce nouveau cadre avec une obstination que je n'avais pas autorisée. Osto termina et me regarda avec les yeux de quelqu'un qui s'attend à un choc. Je laissai passer une seconde de silence, une seule, puis dis de la voix la plus froide dont j'étais capable. « Je sais. » Il cligna des yeux. « Quoi ? » Que je savais tout. Je soutins son regard sans ciller. Dès le début, le visage d'Osto avait subi une transformation trop rapide pour que je puisse la discerner précisément. Mais cela ressemblait à de la surprise. Vous me dites que vous saviez qui il était, alors que je dis. L'interrompis-je avec le calme de quelqu'un qui n'est pas pressé. Que vous êtes venu me dire quelque chose qui me regardait déjà. Il resta silencieux un instant, m'évaluant d'un regard qui calculait tout, et je soutins son regard avec la plus grande froideur dont j'étais capable, une froideur intérieure bien moins palpable qu'il n'y paraissait. Puis il changea. Ce fut subtil, une respiration, un réajustement dans ses épaules. Mais j'avais grandi en observant cet homme de loin, et je savais quand il changeait de stratégie. Très bien, dit-il d'un ton qui se voulait admiratif, mais qui était tout autre. Alors vous êtes plus intelligent que je ne le pensais. Une pause, ce qui signifie que vous allez comprendre ce que je vais vous proposer. J'attendis de nouveau, car l'attente était à ce moment-là, il s'éclaircit la gorge, la seule forme de pouvoir dont je disposais, et j'avais l'intention de l'utiliser. Le commandement de Romano et associés, dit Osto. L'entreprise que le clan a acquise l'année dernière. Gestion complète, partage des bénéfices, plus d'autonomie que mes filles n'en auront jamais. Au sein du groupe. Il inclina légèrement la tête. Tout ce que tu as toujours su mériter et que je ne t'ai jamais donné, Serena. L'honnêteté de cette dernière phrase était de celles qui surgissent quand on décide que la vérité est plus efficace que la courtoisie. Et elle résonna différemment de tout ce qu'il avait dit auparavant, car c'était vrai. Vrai, avec 30 ans d'histoire derrière, et toutes ces fois où j'étais entré dans une pièce remplie de feu rente et en étais ressorti sans que personne ne remarque mon arrivée. Le prix, dis-je, car il y avait un prix. Il y avait toujours un prix avec lui. Tu as pris tes distances avec Romano pour toujours. Je le fixai longuement, puis demandai d'une voix directe, sans fioriture, pourquoi y tiens-tu tant? Il ouvrit la bouche. Je te l'ai déjà expliqué. Romano est dangereux, et toi? Non. Je reposai le café sur la table. Ce n'est pas une protection acceptable. Tu ne m'appelles qu'à Noël, et maintenant tu me retrouves dans un café pour me protéger. J'inclinai légèrement la tête, imitant son geste précédent. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Le vôtre. Le silence fut la réponse la plus révélatrice qu'il aurait pu donner, et il s'éclaircit la gorge, assez longtemps pour que je sache que j'avais visé juste sans qu'il ait besoin de confirmer quoi que ce soit. Vous posez des questions qui ne mènent nulle part, dit Osto, la cordialité ayant complètement disparu de sa voix. Ou alors, je pose les seules qui comptent. Je me levai, pris mon sac et le regardai une dernière fois avec la lucidité de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose d'important. Je vais réfléchir à votre offre. Je partis sans attendre de réponse, sans me retourner, et la rue froide m'accueillit avec cette fraîcheur qui vous libère les idées. Je me rendis à l'appartement de Matteo, le cœur battant la chamade, et frappai à la porte à 3 reprises avec plus de force que prévu. Il ouvrit et lut quelque chose sur mon visage avant même que je puisse dire un mot, comme à son habitude, puis s'écarta pour me laisser entrer sans poser de questions. « Mon oncle vient de me dire qui vous êtes, » dis-je en le regardant droit dans les yeux. Je suis entré dans l'appartement sans m'asseoir, sans enlever mon manteau. Je veux entendre ta version. Matteo me fixa un instant avec ce calme qui, cette fois, ne ressemblait pas à de la froideur,
mais plutôt à la façon dont il se préparait à dire une chose difficile sans laisser la difficulté altérer ce qu'il devait dire. Et puis il me raconta, il me parla d'hosto, des contrats annulés à cascade, des fournisseurs sous pression, des documents qui avaient détourné des investissements entiers et laissé 2 ans de travail sans structure. Il le raconta d'une voix monocorde, comme quelqu'un qui relate un fait sans avoir besoin d'adjectifs, car les faits se suffisent à eux-mêmes. Et j'écoutais chaque mot avec cette attention qui fait mal parce qu'elle comprend tout. Puis il arriva au club. « Je savais qui tu étais avant même que tu n'entres », dit-il en me fixant droit dans les yeux, sans reculer. « L'escorte a été congédiée avant ton arrivée. J'ai pris sa place parce que tu étais le moyen le plus direct d'atteindre Hosto sans qu'il le sache. » Le silence qui suivit était pesant. Je me levai du canapé où j'étais assise sans m'en rendre compte et allai à la fenêtre, car j'avais besoin de distance entre nos visages. J'ai tout réorganisé. La présentation au club, la main sur mon dos en arrivant à la propriété, chaque geste que j'avais soigneusement mémorisé et qui, désormais, portait une étiquette nouvelle et plus froide. « Tu t'es servi de moi », ai-je dit à la vitre. « C'était le plan », a-t-il répondu avec la même franchise brutale qu'auparavant, sans chercher à adoucir ses propos par un contexte ou une intention. Je suis resté silencieuse un instant. C'était assez long pour qu'il ne réponde pas, car il avait appris à se taire. Puis j'ai attrapé mon sac sur le canapé et me suis dirigé vers la porte, mais je me suis arrêté. La main sur la poignée, mon manteau toujours fermé, l'appartement silencieux derrière moi. Et je suis resté là, avec cette colère réelle et justifiée, qui avait pleinement le droit d'exister, et en dessous, quelque chose de plus ancien et de plus lourd, avec le visage d'Hosto Ferrand et 30 ans de rejet, dissimulé sous un sourire poli presque pire que l'indifférence. Cet homme m'avait appelé ce matin-là pour me traiter comme une monnaie d'échange, pour la 2e fois de ma vie. Il m'avait offert ce qu'il m'avait toujours refusé, comme s'il s'agissait de générosité et non d'une dette. Et il était assis de l'autre côté de la table, s'attendant à ce que je sois assez reconnaissante pour obéir. Je me suis lentement tourné vers Matteo. Il était exactement là où je l'avais laissé, debout au milieu de l'appartement, me regardant avec cette attention silencieuse qui ne demandait rien et ne promettait rien. Et cela, il s'éclaircit la gorge, était paradoxalement la chose la plus honnête entre nous à ce moment-là. Le coffre-fort du bureau de la propriété, dis-je. Genève a accidentellement laissé échapper le mot de passe il y a des années. C'est celui des anniversaires de la fille. J'ai marqué une pause. Et je sais ce qu'Hosto y garde. Ou du moins, je sais qu'il y garde quelque chose qu'il ne veut pas que quiconque voie. J'ai croisé son regard. Tu veux récupérer ce qui t'appartient. Je veux qu'il paie pour ce qu'il m'a fait toute ma vie. J'ai lâché la poignée de porte. Alors, faisons un plan. Matteo est resté à me regarder pendant une seconde, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il y avait quelque chose sur son visage que je ne pouvais décrire que comme un véritable étonnement. Bref et complètement involontaire. Puis le coin de sa bouche a bougé. Sur ce, je savais déjà comment traduire ce mouvement. « D'accord, » dit-il. « Mais tu dois me raconter tout ce qu'il a dit ce matin. » Je laissai tomber mon sac sur le canapé et me rassis. L'appartement froid de la veille de Noël se réchauffa un peu. Et pour la première fois de toute cette histoire, les 2 côtés de la table étaient du même côté. Chapitre 7. Le coffre-fort, le mot de passe, la musique, et le Noël qui se transforma en opération. J'arrivai à la fête de Noël des Ferrantes dans la robe rouge que ma mère m'avait offerte des années auparavant et que je n'avais jamais portée, car elle me semblait trop chère pour une occasion qui ne me paraissait jamais suffisante. Ce soir-là, je l'enfilai avec la même détermination que celle qui choisit une armure. Matteo me dévisagea de haut en bas avec cette seconde qui m'avait déjà désorienté plus de fois que je ne voulais l'admettre, puis dit d'une voix très basse, « Tu es prête ?» Ce n'était pas une question. « Je le suis », répondis-je. Et c'était vrai, d'une manière qui ne l'avait pas été souvent dans ma vie jusque-là. Il me tendit le bras, je le pris et nous entrâmes ensemble dans la maison des Ferrantes. Le 12e Noël de ma vie. Mais le premier où je savais exactement ce que j'allais faire avant de partir. La fête avait l'architecture habituelle des Noëls en famille. Un sapin dans le hall d'entrée, une musique d'ambiance, des tables chargées de nourriture que personne ne touchait vraiment, car chacun était trop occupé à s'observer. Les petites fourmis circulaient par groupes de 2, un verre de vin pétillant à la main, les yeux rivés sur tout. Ginevra était arrivée plus tôt avec Connor, jeune marié, encore dans la phase où l'on pose pour les photos avec conviction. Augusto était dans la pièce principale, comme toujours, au centre d'un groupe d'hommes plus âgés qui l'écoutaient avec une attention quasi médiatisée. Il me vit entrer et me salua d'un baiser protocolaire sur le front. Son regard se porta un instant sur Matteo, avant de revenir vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Serena, je suis ravi que tu sois venue. »« Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » répondis-je avec la même chaleur, avant d'aller me chercher un verre de vin pétillant que je n'allais pas boire. Dehors,
Raphaël Comte était garé dans une rue parallèle avec 2 hommes et une. Mon téléphone était ouvert sur le plan de la propriété. Matteo m'avait expliqué le plan la veille au soir avec la précision d'un homme d'expérience qui savait que le secret d'une opération réussie réside dans les détails. Raphaël surveillait la sortie de secours. Un des hommes restait dans le couloir extérieur du bureau. L'autre gardait le moteur de la voiture allumé. Je suis entré, j'ai ouvert le coffre-fort et je suis reparti avec son contenu. Aussi simple que cela. C'était la version qu'il m'avait présentée pour me rassurer, ce que je savais pertinemment, et il savait que je savais. Je suis resté à la fête pendant 40 minutes. J'ai discuté du menu avec tante Rousana, j'ai écouté Geneva parler de sa lune de miel, l'esprit ailleurs, et j'ai observé Hosto se déplacer dans la pièce d'un palan, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de se presser, persuadé que tout est sous contrôle. Matteo est resté à mes côtés pendant les 20 premières minutes, puis s'est dirigé vers le groupe d'Hosto avec l'assurance de quelqu'un qui se promène tranquillement. J'ai compris qu'il créait une diversion, tandis que mon oncle devait surveiller la situation. Matteo Romano était dans une pièce, le regard ailleurs. Je me suis glissé dans le couloir intérieur, comme si j'allais aux toilettes. Le bureau d'Hosto se trouvait au bout du couloir de l'aile, derrière une porte en bois sombre qui était toujours restée close pendant les Noëls de mon enfance. La pièce où personne n'entrait sans y être invité. L'endroit que j'associais depuis l'enfance à des conversations qui s'interrompaient dès que j'apparaissais dans le couloir. J'ai ouvert la porte d'une main ferme, je suis entré et je l'ai refermée derrière moi sans faire de bruit. Le bureau sentait le papier et le bois verni, et l'odeur du cigare costaud fumait une fois par semaine avec l'autodiscipline d'un homme qui maîtrise ses vis avec la même précision que tout le reste. Il y avait un large bureau au centre, des étagères sur 3 murs et le coffre-fort encastré dans le mur derrière le tableau que j'avais remarqué à 14 ans. Un après-midi, il s'éclaircit la gorge. Où j'étais entré sans frapper pour rendre un livre et où j'avais trouvé Hosto planté là, avec une expression que je n'avais pas su déchiffrer à l'époque. Maintenant, je savais. J'ai décroché le tableau avec précaution et je l'appuyai contre le mur. Le coffre était gris, petit, avec un clavier numérique en bas. Je restai un instant à le contempler, puis je me souvins de la voix de Geneva, des années auparavant, lors d'un déjeuner anodin où le sujet avait été abordé en passant. Mon père est un homme d'habitude. Savais-tu qu'il utilise les dates de naissance de ses filles comme mot de passe pour tout? Je trouvais ça absurde et j'avais ri, enregistrant cette information machinalement, comme quelqu'un qui ignore encore qui lui sera utile. Je tapais la date de naissance de Ginevra. Rien. E respirai profondamente. Je tapais celle de Lara. Le coffre s'ouvrit avec un clic sec qui parut étrangement fort dans le silence du bureau. À l'intérieur se trouvait une enveloppe épaisse, un fin dossier contenant des documents financiers et une petite clé USB noire. Je restai immobile un instant, trop court pour être prudente et trop long pour être nécessaire, la regardant avec le sentiment de toucher enfin au cœur d'une histoire qui avait commencé bien avant moi. Puis je pris tout d'un coup, le fourrai dans mon sac à main et refermai le coffre. Des doigts qui obéissaient par discipline, non par calme. C'est alors que j'ai entendu des pas dans le couloir. Ce n'étaient pas les pas d'un invité qui s'était trompé d'endroit. C'étaient des pas assurés. Je n'ai pas eu le temps de remettre le tableau à sa place. Hosto entra dans son bureau avec l'air de quelqu'un qui venait de confirmer un soupçon qui le taraudait depuis le début de la soirée. Il ne se dirigea pas immédiatement vers le tiroir. D'abord, il ferma la porte, puis regarda le tableau déplacé et mon sac à main. Ce n'est qu'ensuite qu'il ouvrit le tiroir du bureau et en sortit un petit pistolet noir avec la familiarité de quelqu'un qui ne le gardait pas là par paranoïa de dernière minute, mais parce qu'il avait déjà envisagé la possibilité d'en avoir besoin avant même que la nuit ne commence. Serena. Sa voix était parfaitement calme, et ce calme était plus effrayant que n'importe quel ton élevé. Oncle Hosto, dis-je d'une voix neutre. Tu ne sais pas ce que tu fais, dit-il d'un ton qui laissait présager qu'il ne me donnerait pas une seconde chance. Je le sais très bien, répondis-je d'une voix assurée, une assurance dont je me féliciterai plus tard. Car à l'intérieur, il y avait un bruit, une peur mêlée à une adrénaline que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tu protèges un homme qui t'a utilisé. Il fit un pas vers moi, puis s'arrêta, comme pour évaluer la distance. Qui est entré dans ta vie avec un plan, et qui te rejettera une fois ce plan terminé. Ou plutôt, sans bouger, je me protège, chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. À commencer par toi. L'expression d'Hosto changea. Légèrement, mais suffisamment. Il y avait là une surprise qu'il n'avait pas prévue pour cette nuit-là. Et pendant une seconde, je vis, sous l'oncle Ferrante, le patriarche du clan et l'homme armé, le visage de quelqu'un qui avait trop souvent sous-estimé sa nièce et qui arrivait enfin à cette conclusion. Il leva son arme et le temps, fit cette chose étrange dont on dit qu'il fait dans ces moments-là. Ça ne s'arrêta pas, mais ça ralentit, s'intensifia, chaque détail arrivant en haute définition. La lumière de la lampe de bureau, l'odeur du cigare,
le bruit de la fête au bout du couloir comme venu d'un autre monde, et moi, face à mon oncle, mon sac serré contre ma poitrine, et 30 ans passés à être traité comme une pâle copie de ce que Wright possédait, compressé en une seule seconde qui avait le goût d'un rival. La porte s'ouvrit. Matteo Romano entra, silencieux comme quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de se faire remarquer. Derrière lui se tenaient deux hommes dont j'ignorais le nom, mais qui n'avaient pas besoin d'être présentés. Raphaël Comte était dans le couloir, son téléphone à la main, avec une expression qui signifiait, version adulte, « Je te l'avais bien dit ». Austo resta immobile un instant. Il se tenait là, son arme pointée, fixant Matteo d'un regard qui recalculait en temps réel et dont les chiffres ne lui plaisaient guère. Matteo traversa la pièce à pas lents et s'arrêta entre mon oncle et moi, adoptant une posture qui affirmait sa présence, non par réflexe. Il ne regarda pas l'arme. Son regard était fixé sur Augusto, uniquement sur Osto, avec ce calme absolu qui, ces dernières semaines, m'avait appris à reconnaître la forme de pouvoir la plus aboutie. Non pas le pouvoir de celui qui crie, mais celui de celui qui n'en a pas besoin. « Tu sais qui je suis » dit Matteo d'une voix basse et définitive. « Et tu sais ce que signifie le contenu de son sac si tu quittes cette pièce par la mauvaise voie. » Austo resta immobile. Baisse l'arme, Osto. Ce n'était pas une demande. Ce n'était pas une menace assortie d'un ultimatum. C'était simplement l'annonce du déroulement des événements. Affirmé avec la certitude de quelqu'un qui en connaît déjà la fin avant même d'avoir terminé sa phrase. Le silence dura exactement 3 secondes. Puis l'arme s'abaissa. Matteo ne bougea pas. Il ne relâcha pas ses épaules, ne fit aucun geste de soulagement, car il n'y en avait aucun. Il n'y eut que la confirmation de ce qu'il savait déjà. Il tourna son visage vers moi un instant, et dans cette seconde, une question se posa, une question qui n'avait pas besoin de mots. Je répondis par un petit hochement de tête qui signifiait « ça va ». Puis il reporta son regard sur Osto avec l'expression de quelqu'un qui a beaucoup à régler et qui s'apprête à s'y mettre. Je m'appuyai contre l'étagère derrière moi et pris une profonde inspiration pour la première fois depuis plusieurs minutes, mon sac à main serré contre ma poitrine, le cœur battant la chamade, un rythme qui mettrait du temps à se normaliser. Je regardai mon oncle de l'autre côté de la pièce, plus petit qu'il ne l'avait toujours paru, plus âgé, plus vulnérable, et je ne ressentis ni triomphe, ni colère, mais cette sorte d'apaisement silencieux qui survient lorsqu'une situation longtemps restée en suspens se referme enfin. Dans cette pièce, ce Noël-là, Matteo Romano était aux commandes, et Osto Ferrante l'avait compris trop tard pour y changer quoi que ce soit. Chapitre 8. Déchirer le contrat. Osto Ferrante était maîtrisé par les hommes de Matteo avec l'efficacité silencieuse de ceux qui avaient l'habitude de ce genre d'opération et qui n'avaient pas besoin de faire de vagues pour bien faire les choses. Pas de cris, pas de meubles renversés. Aucune scène qui aurait pu fuiter dans le couloir vers la fête qui continuait de l'autre côté de la maison, dans l'indifférence joyeuse de ceux qui ignoraient tout. Mon oncle était assis dans son fauteuil en cuir, les poignets attachés, l'air encore calculateur. Malgré tout, même à ce moment précis, car c'était la seule façon qu'il connaissait d'être dans une pièce, Matteo se tenait de l'autre côté du bureau et laissa le silence s'installer longuement avant de parler. L'accord qui suivit fut formulé avec la précision d'un contrat, et c'en était un, avec des conditions, des conséquences et aucune place pour la négociation. Les documents contenus dans le sac que je tenais suffisaient à ruiner la réputation d'Osto dans plusieurs contextes et plusieurs pays, et Matteo les avait énumérés avec le calme de quelqu'un présentant un rapport, non comme une menace. Ce qui avait été pris ces 3 dernières années serait restitué. Les compensations seraient versées selon les délais convenus, et Osto Ferrante passerait le reste de sa vie à ne plus jamais prononcer le nom de Romano, sauf pour parler d'un homme qui avait perdu un procès aux conséquences désastreuses et qui allait perdre une bonne partie de ses biens. Mon oncle resta silencieux un long moment après que Matteo eut fini de parler. Puis il me regarda, non pas Matteo, mais moi, avec une expression que je ne lui avais jamais vue et qu'il me fallut un instant pour identifier, car je ne m'attendais pas à trouver sur ce visage. C'était l'expression de quelqu'un qui, enfin, voit quelqu'un qu'il avait décidé d'ignorer. Je ne lui dis rien. Il s'éclaircit la gorge. Rien que je n'ai besoin de dire que les 15 dernières minutes n'aient déjà dit, mieux et avec plus de force. Je serrai le sac contenant les documents contre ma poitrine, soutenant son regard suffisamment longtemps pour qu'il comprenne que je l'avais pris, puis je détournai les yeux, car j'en avais fini et je n'avais plus besoin de rien d'autre dans cette pièce. Raphaël est entré pour finaliser les détails, et je suis sorti par le couloir d'un pas plus assuré que ne le permettaient mes genoux, qui avaient décidé de trembler légèrement maintenant que le danger était passé. Matteo m'a retrouvé quelques minutes plus tard devant le bureau, dans l'étroit couloir où une unique fenêtre donnait sur le jardin sombre. La fête battait son plein, lumière et musique allumées, sans que personne ne se soucie de ce qui s'était passé à 20 mètres de là. Nous sommes restés un instant silencieux, côte à côte, près de la fenêtre, puis je lui ai tendu le sac contenant les documents et j'ai dit « Voilà ce qui était à toi ». Il a pris le sac sans l'ouvrir.
Il l'a contemplé un instant, puis a levé les yeux vers moi avec une expression complexe que j'apprenais encore à déchiffrer. Il a sorti de la poche intérieure de sa veste un papier plié en 4 que j'ai reconnu avant même qu'il ne l'ouvre. C'était le contrat qui nous liant. L'original, sur papier à en-tête, avec ma signature à la dernière ligne. Matteo avait racheté l'agence 2 jours après notre première rencontre. Pas la totalité, juste assez pour que tous les documents me concernant lui parviennent en premier. Je ne savais toujours pas si cela méritait plus que de raison ou moins que de raison. Il me le tendit sans un mot. Je regardais le papier, mon écriture sur la dernière ligne, la date, la somme qui m'avait paru raisonnable un soir où j'avais besoin de compagnie pour une dispute familiale, et qui semblait désormais appartenir à une autre personne, à une vie restée à l'écart de bien des choses. Je pris le contrat et le déchirai. Le bruit du papier soumé fut plus satisfaisant que prévu. Net, définitif, de ceux qui ne se prêtent pas à la réparation. Je laissai les morceaux tomber dans ma main, puis les déposer dans l'une des moitiés et vis Matteo sortir son exemplaire de sa poche. Il avait gardé les 2, ce que je notais comme information à examiner plus tard, et le déchira lui aussi avec cette économie de geste qui le caractérisait. Nous restâmes là, il s'éclaircit la gorge, les morceaux à la main, silencieux un instant qui dura plus longtemps que d'habitude. Un silence plus profond, plus conscient de son propre poids. Et puis j'ai ri. Ce n'était pas prévu. C'était le genre de rire qui surgit quand la tension se dissipe d'un coup et que le corps ne sait plus quoi faire de l'espace libéré. Un mélange de soulagement et d'absurdité, car il y avait quelque chose d'objectivement ridicule à nous voir là, dans le couloir d'un ranch, à Noël, des bouts de papier déchirés à la main, après tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. Matteo me regarda et rit lui aussi. C'était la première fois que je voyais le coin de ses lèvres, que je voyais cet humour sec et maîtrisé, que je voyais ce rare sourire qu'il entretenait précieusement, mais je n'avais jamais vu ça. Ce vrai rire, qui surgit sans prévenir et dura plus longtemps qu'il ne l'avait sans doute prévu. Et cela changea son visage d'une manière indescriptible, mais je restais là, à l'observer, avec l'attention de quelqu'un qui sait qu'il est témoin d'un événement rare. Et il s'éclaircit la gorge. Là, dans ce couloir, j'ai compris avec la clarté dérangeante et inévitable des vérités que j'étais complètement perdu, et que je l'étais depuis plus longtemps que je ne me l'étais admis, et que la partie de moi qui avait tenté de contenir la situation dans le cadre d'un contrat avait été naïve d'une manière que j'allais pardonner, car elle était naïve malgré les meilleures intentions. Matteo cessa de rire devant moi, mais son visage restait différent, plus ouvert, avec cette nuance en moins que je n'avais aperçue qu'une seule fois auparavant, dans l'appartement, lorsqu'il avait regardé mes chaussures oubliées sur le tapis et pris une décision que je n'avais comprise que plus tard. « Tu aurais pu partir, » dit-il à voix basse. « Quand j'ai ouvert la porte du bureau, tu avais déjà ce qu'il nous fallait. Tu aurais pu partir avant. »« J'aurais pu, » ai-je acquiescé. « Mais tu es resté. »« Je suis resté. » Il me regarda un instant avec cette attention totale et silencieuse, puis leva la main et écarta lentement une mèche de mes cheveux de mon visage, avec une délicatesse qui n'était pas celle d'un amant, mais plutôt celle de quelqu'un qui prend une décision. Et quand sa main se posa sur mon visage cette fois, il n'y avait aucune stratégie derrière ce geste. Pas de dîner à impressionner, pas de public, juste le couloir, la fenêtre sombre et les morceaux de contrat déchirés que ni l'un ni l'autre ne tenions plus. « L'accord est terminé, » dit-il d'une voix encore plus basse. « C'est terminé, » confirmai-je. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il. Et c'était une vraie question, sans présomption. Le genre de question qui n'apparaît que lorsque celui qui contrôle tout décide de lâcher prise sur une chose précise et de laisser la réponse à autrui. Je restai un instant à le regarder, ce visage que j'avais appris à déchiffrer par couches successives, ces yeux qui m'avaient repéré avant même que j'entre dans ce club, et qui, pour des raisons qui avaient commencé par un calcul et abouti à quelque chose de totalement différent, n'avaient jamais quitté mon regard lorsque j'étais là. « On verra bien, » dis-je, sans contrat. Un sourire se dessina sur ses lèvres, et cette fois, je fis de même. Dehors, la fête des Ferrand battait son plein, lumière et musique au programme, et Raphaël Comte, sans doute, lançait une remarque sèche à personne en particulier. Noël s'annonçait, avec cette belle indifférence propre à cette période. Et rien de tout cela n'importait autant que la porte au bout du couloir qui se referma de l'intérieur quelques minutes plus tard, et le silence qui suivit. Chapitre 9. Ce que le contrat musical n'avait pas prévu. 2 mois après Noël au domaine, l'appartement qui avait il s'éclairci la gorge appartenu à Matteo était devenu le nôtre, sans que personne n'ait rien signé. Mes affaires avaient migré par vagues successives. D'abord une brosse à dents, puis un manteau oublié exprès, puis un tiroir, puis 3 étagères, et un PAN de placard qu'il avait vidé sans un mot. Comme si l'on déplaçait des meubles pour faire de la place à quelque chose qui aurait dû être là depuis toujours. Ce qui avait suivi cette nuit au domaine n'avait pas été simple, et je ne m'y attendais pas, et Matteo ne me l'avait pas promis. Il y avait des jours où il se fermait complètement, pour des raisons que j'apprenais encore à ne pas prendre personnellement,
et d'autres où j'étais tellement absorbé par mes pensées qu'il devait me poser la même question 2 fois avant que je ne comprenne. Il y avait des disputes qui commençaient pour une broutille et qui, 20 minutes plus tard, dégénéraient en sujets plus profonds pour finalement se terminer par la concession de l'un de nous, non par faiblesse, mais par choix, une différence que j'avais mis du temps à comprendre. Mais il y avait aussi ce café du matin qu'il savait préparer à la perfection sans que j'aie besoin de le lui demander. Sa façon de lire dans la même pièce que moi, sans que cela ne devienne une conversation. Sa main qui parfois se posait sur mon dos quand je regardais quelque chose. Non pas possessive, juste présente. Comme quelqu'un qui disait « Je suis là », sans en faire une déclaration. Une nuit de février, allongé dans le noir, j'ai demandé au plafond et à lui en même temps « Regrettes-tu comment tout a commencé ?» Sa main était sur mon dos, effectuant un mouvement lent. Je ne savais pas s'il se rendait compte de ce qu'il faisait. « Non », dit-il à voix basse. « Mais si je pouvais recommencer, je m'y prendrais autrement. » Comment. Je t'aurais dit la vérité au club. Je restai un instant à ruminer cette idée. L'image de Matteo Romano, debout dans ce bar, me révélant qu'il était vraiment ce qu'il voulait, pourquoi il était là. Je serais parti. J'aurais tout annulé. J'aurais appelé Isla en panique. J'aurais passé la nuit à me convaincre que c'était mieux ainsi. Je ne serais pas resté. Je l'admettais. Je sais. La main poursuivit son mouvement. C'est pour ça que je ne suis pas resté. Et là, dans cette obscurité, je compris qu'il y avait une différence entre pardonner et accepter. Et que j'avais fait les deux sans m'en rendre compte, à différents moments. Et que l'acceptation était venue d'abord, le matin, autour d'un café, dans le silence du canapé. Le pardon, lui, était venu plus tard, lentement, non pas comme une décision, mais comme la prise de conscience que la colère était partie sans prévenir, et qu'à sa place s'était installé quelque chose de plus durable. J'avais construit quelque chose de réel, et le réel avait une texture, un poids, 2 facettes, et pourtant, c'était ce que j'avais possédé de plus complet. Les documents du coffre d'hosto restaient entreposés dans un lieu choisi par Raphaël, un lieu que j'ignorais, d'un commun accord et par mesure de sécurité. Matteo avait dit que son équipe analysait tout et que cela prendrait du temps. J'avais accepté cela avec la patience de quelqu'un qui fait confiance au processus sans avoir besoin de tout contrôler. Une patience qui ne m'était pas naturelle et que j'avais acquise ces 2 derniers mois par pure nécessité. Je ne pensais guère aux documents, non pas qu'ils me soient indifférents, mais parce que la vie s'était emplie de choses plus immédiates et plus chaleureuses. L'appartement, l'homme à mes côtés, l'étrange et agréable sensation de se réveiller sans avoir besoin d'enfiler une armure avant de sortir du lit. Cette nuit-là, tandis que la ville s'agitait au loin et que Matteo s'endormait à mes côtés, sa respiration devenue instinctive. Je repensais à cette nuit où j'étais entré dans une boîte de nuit, un contrat en poche, et au plan le plus naïf et le plus audacieux de ma vie d'adulte. J'avais engagé un homme pour faire semblant de m'admirer, pour être à mes côtés dans une dispute familiale, et pour en ressortir avec l'illusion d'avoir changé la donne. Le plan avait fonctionné au-delà de mes espérances, pour des raisons qui n'étaient pas prévues au contrat, grâce à un homme qui était arrivé en calculant chaque étape et qui avait cessé de calculer à un moment que ni l'un ni l'autre ne pouvions dire. Je fermais les yeux, sa main toujours posée sur mon dos, l'appartement plongé dans le silence, et me laissais aller au sommeil, avec cette dangereuse tranquillité de celle qui croit le pire passé. Presque endormi, j'entendis le téléphone de Matteo vibrer sur la table de nuit. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le nom de Raphaël s'affichait sur l'écran dans l'obscurité. Matteo ne bougea pas. Il dormait, ou faisait semblant, et je n'ai pas ouvert les yeux pour vérifier. Raphaël pouvait attendre le matin. Tout pouvait attendre le matin. Je me suis tourné sur le côté et me suis enfoncé dans l'oreiller. La dernière chose que j'ai perçue avant de m'endormir, c'est le téléphone qui a cessé de vibrer et le silence qui est revenu, intact, parfait et pourtant totalement illusoire. Fin de la première partie. J'ai passé 23 ans à croire à une seule version de l'histoire de ma mère. Pourquoi j'ai grandi ainsi? Pourquoi je n'ai jamais été assez bien pour que quelqu'un reste? C'était une version édulcorée, une version que j'avais avalée à 7 ans et que je n'avais jamais remise en question. Puis j'ai trouvé un dossier qui, en 3 pages, a réduit à néant toutes mes certitudes. Ce qui était écrit là a tout changé. Qui j'étais, d'où je venais, et qui avait détruit ma famille de l'intérieur. Mais le pire, ce n'était pas le contenu des documents. Le pire, c'était le regard de Matteo, avec cette expression de quelqu'un qui savait déjà et qui avait choisi le silence. Ici Désir criminel, c'est la fin du 1er tome, et j'ai déjà terminé le 2e. Vous pouvez y accéder pour une somme modique. Pendant 23 ans, j'ai cru à une seule version de l'histoire de ma mère, des raisons de mon enfance, de mon sentiment d'inutilité. C'était une version édulcorée, une version que j'avais acceptée sans réserve à 7 ans. Puis j'ai trouvé un dossier qui, en 3 pages, a anéanti toutes mes certitudes. Ce qui y était écrit a tout changé. Qui j'étais, d'où je venais,
et qui avait détruit ma famille de l'intérieur. Mais le pire, ce n'était pas le contenu du document, il s'éclaircit la gorge. Le pire, c'était le regard de Matteo, avec cette expression de quelqu'un qui savait déjà et qui avait choisi le silence. Comme vous le voyez, ce n'était qu'un petit aperçu du tome 2. Pour voir la version intégrale non censurée, cliquez simplement sur le premier lien dans le commentaire épinglé. On se retrouve dans quelques secondes. Pour rappel, cliquez sur ce premier lien dans les commentaires. Le tome 2 complet, sans publicité et sans interruption, vous attend. C'est aussi simple que ça. J'adore travailler sur le deuxième tome. Et comme vous l'aimez aussi, je vous promets qu'il y en aura d'autres. Vous trouverez ici des histoires encore plus torrides, de la romance sombre authentique. Cette version étant beaucoup plus osée, la vidéo ne serait pas bien accueillie publiquement sur YouTube. Cet espace privé me permet de révéler toute ma personnalité et de donner le meilleur de moi-même pour vous. Sachez que la chaîne a été démonétisée. C'est donc un moyen pour moi de préserver mon équipe et de continuer à vous proposer des histoires de qualité. Je vous donnerai bientôt d'autres nouvelles. Rendez-vous sur le premier lien dans le commentaire épinglé. Malheureusement, beaucoup de personnes téléchargent nos fichiers audio, copiant ainsi l'histoire entière et la republiant sur YouTube. Si vous souhaitez voir l'histoire originale et être parmi les premiers à recevoir les suivantes, recherchez My Stories by Désir Criminel sur YouTube pour accéder au meilleur du contenu de romance sombre. N'oubliez pas, la chaîne officielle est My Stories by Désir Criminel sur YouTube. Je t'attendrai là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si tu as aimé, abonne-toi et active la cloche cœur rouge cœur rouge cœur rouge.